et après-demain, elle est démasquée. Premier rapporteur. Voilà. Vous m'entendez? Oui. Bon, eh bien, je vais commencer par vous dire une chose que je me souviens, ma mère me disait, tu ne dois pas rapporter, et peut-être que j'aurais bien fait d'écouter ma mère. Mais bon, voilà. Il faut croire que je suis devenu un mauvais garçon et que, bon, c'est pas grave, je vais vous dire ce que j'ai à dire, mais je serai certainement tout à fait incomplet par rapport à ce que nous avons échangé. Si certaines personnes veulent ramener des choses importantes, évidemment qu'ils se sentent libres de le faire, peut-être après dans un autre temps. Nous avons commencé les deux temps de rencontre par un plongeon dans le lieu qui nous accueille, l'institution ici même, et nous y avons mis en avant la question de la pyramide, avec à son sommet le politique. Et c'est important parce que ce politique est donc les représentants de la société, les élus, et que donc il y a directement un reflet de la société dans la manière dont le pouvoir se distribue dans le lieu qui nous accueille. Ce qui veut dire que les acteurs, je ne parle pas des acteurs de théâtre, les acteurs de l'institution, les acteurs de l'institution ont peu à dire. C'est un gros bateau, pour ceux qui ne le savent pas, 800 personnes ici, 2000 dans l'institution qui travaillent. On est donc vite. 2000 travailleurs. Hein. Oui. Qui travaillent, oui. Je pense, non? Oui, oui. 800 ici, c'est ça? 800 ici, 2000 dans l'institution dans laquelle nous sommes ici. On est donc vite dans un pouvoir totalitaire. L'institution, dans un gros bateau comme celui-là, l'institution peut dès lors être prise à une tendance à se perpétuer, et on peut être rapidement dans quelque chose où le thérapeutique pourrait se nécroser, est-ce le bon terme, en tout cas tendre à disparaître ou à prendre moins de place. D'autres choses ont été dites sur l'institution. On a dit sur l'institution aussi qu'elle a aussi comme mission de départager, comme vous l'avez dit ce matin, entre folie et raison, et que le médecin doit dès lors, le médecin responsable et l'institution, maintenir ce départage. On a alors là abordé la question du théâtre comme ayant un rôle très spécifique, pouvant créer un monde imaginaire, par cette capacité de créer un monde imaginaire, par le fait qu'il peut ne pas avoir de contraintes. Le directeur nous rappelait qu'il ne peut pas se permettre cette absence de contraintes pour lui-même. D'où l'importance d'amener ça de l'extérieur, semble-t-il. Alors, des idées en vrac, vous allez entendre mon discours est décousu, peut-être un peu comme les deux ateliers qu'on a eus, où beaucoup d'idées ont été données. C'est des échanges qui ont été très riches, des échanges qui, il a fallu, pour vous illustrer pour ceux qui n'étaient pas là, il a fallu presque tout le temps jouer un peu d'écoute pour dire ce qu'on avait à dire. Donc, ça discutait, on était véritablement dans l'échange. Et pas un seul, je tiens à le dire, pas une seule ou deux personnes qui auraient tenu le crachoir pour l'ensemble de l'Assemblée. Dans ces idées venant un peu en vrac, l'idée de faire du théâtre avec les soignants, et surtout avec les soignants. Et ce n'est pas avec les patients et un ou l'autre. Oui, ça a été aussi amené, l'importance d'avoir l'implication du personnel au sein de l'institution. Il a aussi été dit qu'il était très important dans un tel atelier, dans un tel projet,
de déterminer quelle était la demande ou les attentes de l'institution. Parce qu'on peut vite dire, faisons un atelier, mais que ne soit pas expliqué, que l'effort d'explication de ce qu'on attend puisse être oublié et dès lors être un frein à la réalisation du projet lui-même. Alors, importance de rester artiste et pas thérapeute. Ça permet une autre rencontre qu'une rencontre psychosociale. Dans ce cadre différent, le patient redevient homme ou femme qui peut dire autrement sa vie, sa douleur. Nous avons évoqué l'image d'une bulle, une bulle qui existerait dans le projet, différents projets ont été amenés, on peut reprendre dedans un projet théâtre. Donc une bulle, existence d'une bulle dans un contexte contraint, où les relations, certains ont dit, les relations entre les acteurs sont plus d'égal à égal, d'autres auraient peut-être été plus vers quelque chose de relations d'homme à homme, d'être humain à être humain. Importance de maintenir la bulle, c'est donc parler de qu'est-ce qu'on fait avec ce qui est échangé dans cet atelier. Est-ce que ce qui est échangé va être ramené, va sortir des murs du local où les choses ont été dites? Théâtre comme outil de cohésion sociale, de resocialisation. On a évoqué alors les projets 107 qui sont là et qui planent dans la pratique de beaucoup d'entre nous. A été abordée la question de la temporalité, à savoir l'atelier arrête-t-il de fait lorsque la personne quitte l'institution, dans le cas d'une institution hospitalière comme celle-ci, ou est-ce qu'on pourrait envisager qu'il se maintienne au-delà du séjour du patient dans l'institution? Et si oui, sous quelle forme? Si oui, dans l'institution, avec le participant qui revient vers l'institution, ou, la question est posée, d'envisager l'atelier à l'extérieur dès sa conception. Dans ce cas, l'un ou l'autre participant ont évoqué la question de la stigmatisation, de quitter l'hôpital et de partir dans un lieu extérieur à l'hôpital pour aller y faire une activité, et que dès lors il fallait être vigilant à cette question de déplacement, pour aller faire les choses à l'extérieur, revenir après à l'hôpital. A été aussi rappelé dans ce contexte l'importance du cadre qu'offre l'hôpital pour des personnes qui sont en souffrance et à des moments de leur vie où ce cadre, la structure, les murs peuvent avoir un effet rassurant, un effet bienfaisant, un effet où peut-être on n'a pas envie de sortir. Voilà, je le disais ici, les règles, le cadre ont aussi une fonction thérapeutique et calmante. Nous avons abordé autant le matin que l'après-midi la question du plaisir qui est venu, clignoter. Ce mot a clignoté dans les deux ateliers. Important qu'on le prenne ensemble, ce plaisir. Art et psychiatrie, un mariage heureux. Plus pragmatiquement, il est fondamental de renforcer l'extra-hospitalier. Mais, dans ce cas, attention au contrôle social, attention à ce qui se met en place, d'aller chez l'un, chez l'autre, voir comment, et aller éventuellement s'immiscer dans la vie privée des personnes.
Alors, l'autre atelier avec l'idée, l'hôpital. On revient à l'idée de l'hôpital et de l'institution, l'autre présentation que vous en avez faite. Là, amener les soins au plus près des gens. Donc cette idée d'aller peut-être... mais attention à la dimension de contrôle, de perte de liberté. Et la question aussi de l'importance d'offrir des soins spécialisés et donc peut-être concentrés. D'où une justification de l'existence de l'hôpital, point d'interrogation. À essayer que l'hôpital, essayer que l'hôpital soit le plus ouvert possible. La question qui est amenée est que est-ce que le théâtre, revenons au théâtre, provoque une difficulté supérieure ou différente qu'une autre discipline artistique? Nous avons un peu débattu la question. Le théâtre permet l'apprentissage, le respect de soi, le respect d'autres, le respect du cadre, nous dit un participant, se réhumaniser par l'expression. Il permet de former une communauté. Certes, il y a la difficulté de la rencontre. A été envisagé, un mot a été dit sur le côté subversif du théâtre. Serait-il acceptable par l'institution ? Alors, l'expérience de certains participants donc, qui ont été en troupe, qui ont un projet de troupe avec un hôpital, ils nous ont parlé des rapports de force qui existaient entre leurs troupes, entre l'hôpital. Ils ont parlé de la rigueur qui existe déjà dans leur travail à eux et de cette importation, exportation de cette rigueur par rapport aux participants de l'hôpital qui viennent rejoindre leur travail. Être dans la création provoque du mieux-être? Provoque-t-il du plus-être? Il y a du risque dans l'art, mais il y a aussi du mouvement. Et s'il existe de l'attention à l'autre dans un projet de théâtre, de l'attention à l'autre à ce qu'il amène, il y a du soin. Donc il y a du soin. Nous avons évoqué différence entre atelier théâtre au sein d'une institution et faire du théâtre directement un projet théâtre. Évoquer l'importance de l'enthousiasme du soignant, un concept repris peut-être avec d'autres mots comme implication, enthousiasme du soignant qui doit soutenir et générer l'enthousiasme du patient. Nous avons aussi à plusieurs reprises parlé de la folie du monde, un monde qui créateur de souffrance mentale, en tout cas de précarité, en prenant l'exemple de Liège ici par rapport au logement, créateur de précarité, d'exclusion, de marginalité, de souffrance, de décompensation, et on connaît la spirale. Évoquer la question de l'artiste récupéré par l'institution. Est-il possible qu'il ne le soit pas? Jusqu'où? Attention à la précarisation du statut d'artiste ou d'intermittent du spectacle, comme on dit en France, dans ce contexte. Prise de risque, il s'agit donc, faire du théâtre ensemble est une prise de risque collective, où chacun des trois aurait une part du risque et donc où il y aurait peut-être une égalité, chacun des trois partenaires étant l'institution, le patient et l'artiste. La question de la relation a été très importante. Il a été dit que il est essentiel... Attendez, je retrouve ma phrase. Oui, merci. Je termine, j'ai bientôt fini. Essentiel d'être dans leur relation plutôt que d'être rien que dans la forme
artistique ou théâtrale qui est d'abord prévale une relation, même si elle n'est pas sur un versant psychothérapeutique ou thérapeutique, ou si elle ne se veut pas l'être. L'importance de jouer avec. Théâtre, on joue. Jouer avec, travailler, s'amuser. Revient la dimension du plaisir. Nous avons évoqué, j'ai presque fini, la question de la représentation dans un tel projet, dans un projet de théâtre, la question de la représentation publique. Et là, les expériences et les avis divergent. Je pense qu'on a eu beaucoup de différentes opinions et de différentes expériences. Enfin, nous avons parlé de jeu de reflets entre l'institution et la société. Je reprends des mots. La transgression crée du neuf. Au risque de me répéter, mieux être ou plus être, oser se démarquer des modèles convenus, tant au niveau du théâtre qu'au niveau des modèles théâtraux que des modèles de santé mentale. La question de la nécessité a été amenée également. Nécessité de faire cette démarche, d'être dans cette démarche, de s'impliquer dans cette démarche, être avec l'autre, transformer le monde. Il faut que l'acteur soit 100% investi pour pousser les autres à la démarche de création. Faire de l'art, faire du théâtre, quelque chose qui transforme, qui habite, qui transporte dans une autre dimension. A été aussi évoqué, attention du risque de récupération. Artistes et institutions, amour impossible. Tu fais un peu de transition. Oui. Sans transition, on passe aux artistes. Oui, sans transition, parce que le temps court. Ok, voilà. Alors, autour de la personnalité de Laurent, et avec comme thème les artistes, nous avons exploré en fait un objet qui était très très concret et qui est l'expérience de ce metteur en scène qui a représenté en fait un exemple à la fois sur le fond mais aussi sur la forme de cette expérience donc de théâtre en milieu psychiatrique. Finalement, malgré les nombreux exemples qui ont été donnés, eh bien, on a surtout exploré l'organisationnel, le cadre qui nous a été réexpliqué pour certains ou expliqué pour d'autres, mais de manière extrêmement claire et éclairante. On a eu une explication sur le fait que si l'atelier au sein de l'institution n'avait pas un cadre bien précis, inclus dans un cadre qui était le cadre de l'atelier de l'institution, inclus dans le cadre thérapeutique, inclus dans le grand cadre qui est celui de l'institution, eh bien, on avait moins de chances d'optimaliser le bon déroulement des ateliers. Et je pense que comme c'était très visuel, on a pu, tous autant que nous sommes, retenir cette image du petit cadre et du grand cadre autour, qui, je pense, a permis vraiment de bien situer, et parfois même avec insistance, que s'il s'agit d'amener les gens sur un terrain artistique, c'est pas pour autant qu'on va ouvrir les portes du grand n'importe quoi. Et donc, une fois qu'on avait bien replacé le cadre, eh bien, on est tout surpris d'apprendre également que l'on va ouvrir les pores de la peau, évidemment, puisque il n'y a évidemment pas que les choses qui sont de l'ordre de l'abstrait, mais on a pu aussi de manière un peu plus concrète comprendre qu'il était question ici d'ouverture évidemment des artistes à un milieu tout à fait particulier, mais que cette ouverture elle se faisait aussi par les pores de la peau. C'est une image que j'aimais bien. Alors on aurait eu envie de connaître un peu plus les contenus des ateliers, d'échanger entre nous, comment toi tu fais dans ton atelier, comment ça se fait dans le mien. Eh bien on n'a vraiment pas eu le temps de faire ça, mais ça a été extrêmement formatif d'avoir un exemple sur lequel on a pu justement projeter toute une série de questions qui sont notamment la séparation entre l'artiste et le thérapeute. Et cette séparation, eh bien, Laurent, il commence tout de suite l'atelier en disant « Qui tu es, toi ? T'es artiste ? T'es soignant ?
ou si tu n'es ni l'un ni l'autre, t'es un autre, t'es les autres. Et voilà, c'est parti. Donc, ça commençait comme ça. Je le dis pour ceux qui n'y étaient pas. Il y en a qui me regardent. Voilà. Maintenant, cette séparation, comment elle est vécue? J'ai entendu quelqu'un dire, tu peux être dans la catégorie des autres, mais dans la pratique théâtrale d'un atelier, tu es l'un ou l'autre. En effet, je peux être l'artiste dans mon atelier, mais aux réunions d'équipe, je prends soin sans être soignante. C'est-à-dire, je rentre dans un projet plus large qui est un projet thérapeutique. Un autre fil rouge que nous avons entendu, c'est la place de la subversion, qui est apparue, je pense, aussi dans votre atelier. Ici, elle est arrivée, enfin, cette notion est arrivée, en fait, voilà, c'est arrivé comme ceci. Est-ce que je peux instrumentaliser les bénéficiaires au profit de mon propre combat? Je ne sais pas si ça parle encore à ceux qui étaient là cet après-midi dans l'atelier. Est-ce que c'est quelque chose que est-ce que c'est ma place d'intervenir comme ça? Et donc, d'utiliser les gens pour, moi, devenir quelqu'un de subversif dans l'institution. On a beaucoup parlé aussi de distance, mais de distance poétique. Parce que je pense que dans l'action théâtrale, parce que c'est une action vraiment, plus qu'une activité, il y a un espace physique qui est délimité. Et dans cet espace physique, représenté par l'atelier, les gens ne font pas la même chose qu'à l'extérieur. Ils ne font pas la même chose que dans la vie. Cet espace, appelé alors espace de jeu, va permettre une distance qui, elle, permet de dire tout ce qu'on veut. On a un exemple avec des petits lapins. On a beaucoup parlé d'animaux aussi avec Laurent. C'est comme ça, il aime bien. Un exemple d'adolescents qui reproduisent en fait en improvisation, en atelier théâtral, ils reproduisent facilement en fait tout ce qu'ils ont fait dans leur vie. Et ici, il était question de jeunes qui avaient commis des petits vols ou autre chose, voilà. Et puis quand on leur demande d'improviser, qu'est-ce qui se passe? Ils font ça. Ils jouent à être les petits voleurs. Alors l'idée, ce serait qu'à ce moment-là, si on veut rentrer dans une matière artistique, il faut qu'il y ait une transposition. Et cette transposition, elle va arriver sous la forme d'une proposition du metteur en scène qui sera, bon, écoutez, stop, on ne va pas faire ça, on ne va pas jouer les petits voleurs à la tire, c'est pas ça qu'on cherche, mais maintenant, vous êtes des lapins. D'accord? Et les lapins, ils peuvent jouer à faire telle et telle chose ou à devenir des voleurs. Là, ça devenait intéressant. Alors, on a aussi évoqué que l'engagement était très différent selon la finalité de l'atelier. Soit on va vouloir aboutir à un produit fini. C'est quoi un produit fini? Bien, c'est une exposition, c'est une représentation théâtrale, c'est quelque chose qui est ouvert sur l'extérieur. Soit on va permettre au sein de l'atelier, on va permettre les libertés, l'expression, on va permettre à tout un chacun de s'amuser, d'être dans cette fameuse bulle. Donc là, nous autres, on a voulu vraiment, je pense, bien marquer la différence des objectifs, des finalités des ateliers qui ont une incidence, évidemment, sur la manière dont on va travailler cette matière théâtrale, selon qu'il y a ou pas une finalité. Alors, on évoque évidemment l'artiste qui n'a pas l'anamnèse complète des patients. On pense que ça peut être, d'une certaine manière, une façon d'être beaucoup plus libre dans son atelier et de pouvoir vraiment avoir une communication, un échange avec les personnes, mais que ça peut être intéressant aussi de travailler en co-animation avec une personne référente de l'institution, ce qui permet d'avoir comme ça des duos qui fonctionnent au sein des ateliers. Voilà, je vous ai parlé des ports qui devaient être des ports émotionnels qui pouvaient être ouvertes dans le travail des artistes en atelier. Je vous ai parlé de l'importance du bon emboîtement des cadres, de ces différents cadres qui interviennent pour ce processus. Et puis, voilà, je pense que c'est vraiment l'essentiel. C'est peut-être très, très synthétisé, mais comme ça, je pense que j'ai évoqué pas mal de choses. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Super. Voilà, ça c'était l'atelier artiste. Merci, je ne serais pas capable d'être aussi synthétique. Il est évident qu'on s'en rend compte, même si nous avons subdivisé les ateliers
avec 3 regards différents. On parle un peu de tout dans chacun d'entre eux, avec des amorces plus fortes ici ou là, et c'est ce qu'on a constaté également dans l'atelier qui a trait au rapport au public. Donc on va retrouver des choses. Alors, et donc je vais les citer telles qu'elles arrivent, j'ai essayé de rassembler certaines choses. Voilà. Le lieu de la création théâtrale doit permettre de sortir d'un étiquetage. C'est un lieu expérimental où l'on s'autorise à être quelque chose, quelqu'un, dans un endroit qui ne nous est pas autorisé, normalement. Parce que la création théâtrale n'est pas un monopole de quelques normaux. Normaux ou normés? C'est l'engagement de chacun qui conduit le public à oublier d'ailleurs ces catégories, cet étiquetage, dit-on. Les différences s'estompent entre soignants, patients, catégories, en réalité. Certains entrent en théâtre dans ce monde étrange et étranger qu'est le plateau, alors que le monde réel extérieur leur est impossible à vivre. Comment un tel spectacle atteint-il le public, c'est-à-dire l'extérieur, qui est interdit, qui leur est interdit dans la vie normale? Le théâtre est un support. Il est un support médical, un support social? Oui, il peut. Il peut comporter un objectif qui, à la fois, le fonde et détermine la création. Par exemple, si on décide de changer le regard sur la folie, ou bien si on décide de dire comment on devient fou. Alors il y a un objectif. Et ça change, ça détermine la création elle-même, ce qu'on en fait. Autre contestation, aussi, la catégorie théâtre. Il y a un cheminement de la création. Quand on chemine avec des gens qui inventent le théâtre comme ils se réinventent leur vie, il y a un parallèle entre les deux. Et on n'est plus là dans la correspondance aux normes théâtrales. Comme on n'est pas dans la vie, on n'est plus non plus en correspondance avec les normes de la vie, et bien dans le théâtre, on n'est plus en correspondance avec les normes du théâtre non plus. Le théâtre se réinvente et doit se réinventer à cette occasion-là. Le moment de la représentation, puisque toujours c'est cela auquel on essayait toujours de revenir, c'est-à-dire le moment public. Il y a une différence entre théâtre et thérapie, bien sûr. Et c'est la question de l'intention. Le théâtre, il y a une intention dans le théâtre qui est de permettre l'aventure, qui est la liberté exploratrice ou exploratoire. La nature du travail théâtral avec des personnes hors cadre, s'il se réalise hors intention prédéterminée. Alors on écoute ce qui sort du plateau. Il n'y a pas quelque chose qui précède la création. La création est ce qui conduit. Et inévitablement, ça reviendra, cela met en cause la norme thérapeutique, mais aussi la norme théâtrale. À la fois pour ceux qui le font, c'est-à-dire quand ils sont acteurs de cette création théâtrale, mais il faut aussi que ça continue du côté du public, parce que s'il y a bien une norme forte, une normalité forte, c'est celle que le public accorde au théâtre. Il vient avec une norme. Référence à Gatti, qui es-tu et à qui t'adresses-tu? On ajoute aussi, en tout cas moi je me permets d'ajouter, pourquoi t'adresses-tu à eux? On a parlé du cheminement, souvent, on y reviendra encore. Il faut de la rigueur. La création, dit-on, est un chemin d'émergence, de l'imprévu, du soudain. Alors comment cet imprévu, ce soudain, peut-il se traduire au moment de la représentation, au moment où on refait les choses pour le public? Comment continue-t-on ce chemin de l'imprévu quand on se trouve devant un public? Comment accepte-t-il cet imprévu? Comment accepte-t-on tous de courir ce risque de l'imprévu? On a parlé de la peur. La relation au cadre hospitalier, on en a parlé aussi, avec la question de la responsabilité des soignants. Parce qu'on a porté notamment un regard sur des spectacles qui se réalisent dans une institution. Ça n'est pas la même chose qu'un spectacle qui se réalise en dehors, à l'extérieur. Il y a une forme de responsabilité qui est portée par les soignants et peut-être par d'autres aussi. Il est donc très important de partager le processus avec les soignants.
Ne pas les laisser en dehors, et au contraire de les intégrer, pas nécessairement dans le spectacle, mais dans tout le parcours, dans tout le processus. La représentation, on essaie toujours de revenir au public. La représentation est le moment où, après ce cheminement de création, on donne à voir. Ces deux termes sont importants. Donner, c'est-à-dire c'est un cadeau, avec générosité et avec le respect qu'il convient d'avoir. Et on donne à voir, c'est-à-dire qu'on attend le regard du public. Donc ces deux mots sont très importants pour situer un certain nombre de critères et d'exigences. Un autre aspect de la création théâtrale, au moment où on en vient vers le public, c'est aussi de reconnaître que chaque être existe comme citoyen, quelle que soit la catégorisation, quelles que soient ses failles, ses difficultés, ses souffrances. Il est là, il est citoyen avec ses déchirures. Il est citoyen avec ses failles. Et il est là pour faire ensemble autre chose en commun, qui est l'apprentissage d'une démarche collective. Alors comment cibler le public? Faut-il cibler le public? Le public est-il général ou bien faut-il des publics particuliers? Est-il particulier? À ce moment-là, choisir le sujet, la forme. Non, dit-on, c'est le cheminement qui détermine le contenu et la forme, parce que sinon, le risque, c'est de s'approprier les personnes pour réaliser une création théâtrale en fonction du public que l'on veut atteindre, partir du public vers ceux qui travaillent. Et avec le risque d'instrumentalisation de ceux avec qui on travaille. Et donc, par contre, privilégier la rencontre, la relation. Le théâtre, dit-on, est une réconciliation. Quand on joue dans un endroit où il y a des traitements, qui est un endroit médicalisé, disons, comme ici, la question de la responsabilité était reprise, régulièrement. Mais qui détermine la fragilité du public? Qui dit que ce public qui est effectivement est en rupture mentale, en défaillance? Qui dit qu'il est à ce point fragile qu'il ne puisse pas voir des choses qui, peut-être pour ceux qui le regardent, qui se sentent responsables du public, d'un certain public, estiment qu'il n'est pas en mesure de pouvoir le porter, le recevoir, en faire sa chose? Le cheminement de nouveau. Comment le cheminement réalisé au moment de la création, pendant toute la création, comment peut-il se conduire ensuite? Comment peut-il continuer à exister? C'est-à-dire comment le spectacle assume-t-il le risque théâtral de sa représentation? On sent bien que quand il s'agit de créer, on est dans l'urgence. À partir du moment où dans la représentation, on est dans d'autres choses. On est probablement dans une nécessité, ce sont des choses différentes. C'est moi qui apporte ce mot-là et cette comparaison. Peut-être certains vont-ils pas s'y retrouver tout de suite, mais j'essayais de tirer des lignes quand même. Alors on a parlé forcément, puisqu'on parle du public, on parle aussi de qualité esthétique. C'est quoi la qualité? On dit que si on choisit l'esthétique a priori, on tue la création. Parce que la forme vient s'imposer a priori. Et empêche la créativité. Où joue-t-on? Dans quel lieu? Il ne faut pas oublier que chaque lieu comporte sa propre couleur, les attentes d'un certain public qui s'y reconnaît. Le public se reconnaît dans des lieux. Et donc il attend dans les lieux un certain type de spectacle. Donc ce qu'il faut, c'est non seulement créer un spectacle, c'est non seulement créer avec les gens, mais c'est aussi créer un public. Et un public différent. Et un public avec un autre regard. Le théâtre, de ce côté-là, est une relation vivante qui exige des esthétiques nouvelles. Car le public court un risque, il faut le savoir, et doit accepter de courir ce risque. Il faut savoir que les préjugés existent, et ils existent aussi, et non d'un chien très fort, sur ce qu'est le théâtre. Le théâtre normal, le théâtre qu'on peut attendre. Donc il faut savoir que les préjugés existent avant de vouloir les casser. Il faut toujours connaître son ennemi. Pour voir un spectacle créé par des personnes anormales, entre guillemets, il faut traverser sa propre anormalité. C'est une recommandation que l'on fait au public. Le public est en attente.
Et il y a cette caractéristique que quand le public vient voir un spectacle dans un lieu où il connaît les gens, il vient voir le spectacle parce qu'il sait que telle et telle personne, c'était cité notamment quand, dans un cadre de spectacle réalisé avec des enfants autistes, les parents viennent voir leurs enfants. C'est très difficile d'analyser ce rapport. Ce n'est plus un rapport public ordinaire, puisque de ce côté-là, le cas particulier était celui-là. Les parents attendent de leurs enfants une certaine forme de normalité. Le rapport entre les parents et les enfants, sur ce plan-là, c'est que leurs enfants ne soient pas autistes sur scène. Il y a quelque chose de terrible de ce côté-là, qui est un rapport préétabli et donc prédominant. Il y a donc une grande difficulté là, à accepter pour eux, et à accepter pour tous, la qualité, la richesse, l'inventivité et le cri. Sinon, on dépossède l'enfant de sa création, de sa créativité, de son inventivité. Il faut donc que le public apprenne à comprendre le chemin de la création théâtrale. Et c'est une question de respect. Il faut qu'il devienne en quelque sorte un spectateur, c'est-à-dire qu'il participe aussi à cette création au moment où le spectacle se donne. Il doit courir le même risque. J'ai parlé des lieux du spectacle, je ne vais pas m'y répéter, la responsabilité. Donc on a parlé des PDC, c'est-à-dire des publics directement concernés. PDC, c'est moi qui le dis, parce qu'il y a des mots parfois comme DSM. Je sais pas, DSM, quelqu'un peut encore leur dire ce que c'est que DSM? Je pense que c'est diagnostic en santé mentale, non? Voilà, diagnostic en santé mentale. Donc, en réalité, dire à quelqu'un, c'est la redoute des pathologies. C'est pas mal comme expression, on y trouve de tout. Lorsque le public vient voir un spectacle, comment... Il se dit peut-être d'abord comment vont-ils se débrouiller pour parler de la maladie. Ils sont les premiers connaisseurs de la chose. Puis, deuxième point, tiens, ils parlent d'autre chose. On doit faire l'effort. Ah, ils osent parler d'autre chose. Ah. Et puis, on oublie. Et on entre en théâtre. Et il n'y a plus de différence. Il y a un cheminement ainsi du spectateur. Tout à l'heure, quand je disais, je rapportais donc... il y a ce cheminement qui doit se poursuivre, eh bien, ce cheminement passe par là. Alors la question, c'est aussi de se dire, bon, alors, faut-il annoncer la couleur dès le début? Et là, nous n'avons pas de réponse. Faut-il dire que l'on travaille avec des personnes X ou Y, c'est-à-dire catégorisées, puisque dès qu'on sort de la normalité, on rentre dans la désignation, dans la nomination? Eh bien, faut-il le dire, quand on invite du public, faut-il dire, on va travailler, vous allez voir des personnes qui, effectivement, ont des difficultés mentales, des souffrances particulières, on travaille avec eux, ils ont des choses à vous dire. Faut-il dire ça? Ou bien faut-il oublier tout, faire semblant que ils sont normaux? Est-ce que dans un cas on dit, mais faut-il donc nier la différence? Au risque de nier même ce qu'ils sont, pour partie, car ils ont ça aussi, ils sont aussi dans ces souffrances, donc on nie d'une certaine manière l'apostrophe anormalité, c'est-à-dire qu'on accepte et on dit que tout est normal. Mais faut-il le dire? Parce que sinon, on risque la stigmatisation, peut-être. On risque un regard différent sur le travail théâtral. On vient, si je sais ce qu'ils sont, ou quelle est leur pathologie, est-ce que je ne modifie pas ma manière de les regarder, de recevoir le spectacle, et éventuellement de le critiquer. Par une espèce de respect peut-être mal placé. Donc il y a une normalité à combattre la normalité. Donc il y a à combattre la normalité médicale, la normalité culturelle, c'est-à-dire notamment les codifications théâtrales. De toute façon, le travail avec les personnes différentes, il y a longtemps qu'on en fait. Très longtemps. D'ailleurs, pendant très longtemps, les acteurs étaient des gens différents. On les enterrait à part. Hein, je ne sais même pas si on pouvait les enterrer à côté des églises, d'ailleurs. Mais il n'y a pas tellement longtemps qu'on se pose la question. Donc c'est pour ça qu'on se la pose aujourd'hui, et depuis quelque temps. Mais il y a très longtemps que ça se fait. Comme souvent, d'ailleurs. Beaucoup de choses se faisaient, mais on ne se posait pas la question. Alors, pourquoi la question se pose-t-elle? C'est une question que moi je pose en finale.
Peut-être que la société est tellement devenue sous contrôle que l'on s'interroge sur les espaces de liberté, les espaces hors contrôle. Comment fait-on le lien entre tout cela et comment, avec cela, avec ces espaces de liberté, fait-on aujourd'hui pour qu'ils influent, pour qu'ils modifient la société elle-même? Vous savez faire avec tout ça? De toute manière, tout ceci va être redéveloppé ensuite dans les actes de nos... Eh bien, c'est à Jean-Florence maintenant à faire la synthèse. Oh, oh, oh. Et la conclusion. J'étais parti ce matin de l'expérience du partage que le siècle classique avait opéré donc en inventant l'internement et donc la division de la société en deux parts bien séparées. Évidemment, c'est un premier sens du mot partage, mais curieusement, notre langue dit exactement le contraire. Partager, c'est diviser, communier autour de quelque chose. Et c'est là que le théâtre intervient, puisqu'il est essentiellement rencontre, participation et aussi co-responsabilité du public et du spectateur, parce que le spectacle, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se crée entre les deux, dans cette magie éphémère, mais qui a besoin des deux pour exister. Et je voulais simplement, pour trouver un fil entre tout ça, c'est rappeler tout de même ce que Diderot avait bien souligné dans son essai sur le théâtre, en parlant du paradoxe du comédien. C'est évidemment ce à quoi on s'est heurté dans chaque atelier, c'est que le théâtre nous met devant chaque fois une situation paradoxale, non pas celle du désespoir d'Hamlet, to be or not to be, hein, mais plutôt du lien être et ne pas être. Donc le théâtre assure une liaison, il est une expérience où les choses peuvent passer. Donc il est un passeur d'expérience justement ou de partage entre ce qui était l'effet d'une division. Et je pense qu'on a tout le temps été dans ces antinomies, dans ces contradictions, hein, l'imprévu, l'impromptu, mais tout de même le travail, le contrôle, la préparation, hein, être vrai, toucher l'intime et en même temps se déplacer grâce à la fiction, être en même temps autre part, donc être ici et être ailleurs en même temps, et offrir cette possibilité d'être et de ne pas être, hein, d'être soi, d'être un autre, et la jubilation de pouvoir opérer cette transmutation, même momentanément. C'est ce que le théâtre offre aux personnes en difficulté, avec cette espèce de promesse, hein, que l'humanité se joue précisément dans cette capacité d'espacement. L'art et le soin aussi est antinomique. Hein. On a bien vu que l'art et le soin sont parfaitement conciliables, à condition que le soin soit pris dans son acception la plus rigoureuse, pour parler comme notre ami Michel, c'est cette rigueur de l'attention à l'autre. Et là, on n'a pas besoin d'être spécialiste. Et les gens qui jouent ensemble deviennent alors des soignants, hein, pour eux-mêmes, pour les autres. Donc la notion même de soin peut être réinterrogée du dedans, à partir de l'expérience de cette rencontre originelle peut-être aussi, qu'est le théâtre. Et donc je voulais simplement rappeler ce double sens qu'il faut tout le temps tenir. Notre société divise, répartit, distribue, hein, coupe, hein, isole, hein, et le théâtre essaie justement d'être un lieu de partage. Et donc de ce que j'appelais tout à l'heure d'invention de nouvelles relations possibles. Donc l'art, la science, elle essaie de dire ce qui est, objectivement. L'art, il est là pour ce qui n'est pas encore, mais qui pourrait avoir lieu. Je m'en tiendrai à ça. On s'applaudit tous parce qu'on a tous travaillé comme des bœufs aujourd'hui, mais c'est pas possible. C'est une densité aujourd'hui, je trouve, franchement. Tout à l'heure, je me permettais de dire que nous n'avions
nous avions une ambition, mais pas... Qu'est-ce que j'ai dit encore? Pas de prétention. Pas de prétention, mais une ambition. Moi, je ne sais pas, tout ce qui est là, et encore, c'est le 10e de ce qui a été dit, et on ne peut pas... enfin, je ne sais pas, quel est le sentiment que vous avez? S'il y a quelques mots à dire là-dessus. Ce n'est pas c'est bien un petit pas, me semble-t-il. Je me trompe? Un grand pas? Un pont. Un pont à emprunter. Que nous allons essayer d'emprunter pour la suite, parce que, évidemment, après tout ceci, qui sera ensuite, Baptiste, mis en document, etc., on va le renvoyer vers tout le monde. On va voir un petit peu, si vous le souhaitez, que chacun puisse ensuite, à partir de là, rajouter des éléments, repartir dans d'autres directions. À Marseille, le 13, on va essayer de prendre une piste ou l'autre encore. Voilà, mais j'oserais penser qu'il devrait y avoir des suites. Non? Ça vous intéresse? On va essayer de faire tout ça. 1000 merci. Que dire d'autre? Merci Jean, merci aux animateurs, merci aux rapporteurs, merci à vous tous. Merci au Petit Bourgogne, merci. Voilà. Le pont, on va regarder ça. Le pont du Petit Bourgogne, c'est nouveau.